Hémisphère son. Disons-le tout net, se plonger dans l'univers artistique d'Olivier Mélano, c'est l'assurance d'être pris d'un grand vertige. En effet, ce musicien, initialement violoniste et surtout guitariste, né en 1971 à Paris, installé ensuite en Bretagne, où il a suivi à Rennes des études de musicologie, n'a cessé d'accumuler les expériences avec de nombreux groupes, une cinquantaine à ce jour, couvrant un vaste panel stylistique depuis le rock et la pop jusqu'à l'électro, le hip-hop et la chanson. Parmi ces multiples collaborations, on trouve autant d'ensembles underground que de noms plus connus, à l'image de Miosek, Laetitia Sheriff ou Dominique A. Un temps sideman, musicien accompagnateur demandé, il devient très vite moteur de nombreux projets. Et de tellement de projets. Il y a tout le reste, la musique de théâtre, de danse, de cinéma, de ciné-concert, de radio, de littérature. L'improvisation, en solo, en duo, avec des comédiens ou des écrivains. Les spectacles ou les installations plus conceptuelles et les incursions dans le monde de la musique écrite avec des ensembles liés à l'univers classique. Orchestre symphonique, chœur de chambre, quatuor à cordes, etc. Il y a aussi l'écriture de livres. Le deuxième est à paraître en juin aux éditions MF. Le vœu clairement avoué d'Olivier Mélano est de dissoudre toute hiérarchie esthétique. Olivier Mélano, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Il m'a fallu choisir dans la jungle de tes projets et de tes enregistrements, tous plus enthousiasmants les uns que les autres. Ça semble partir dans tous les sens. À la fois, quand on écoute, c'est toujours abouti, quoi. Il y a toujours quelque chose qui va au bout de tes propositions. Bah déjà, ça fait assez longtemps maintenant que je ne fais que ça, on va dire, depuis... Je pense que depuis le début des années 90, quand je suis arrivé en fac de musicologie à Rennes, je n'ai fait que de la musique et de monter des projets et aller vers où l'envie me portait. Donc voilà, oui, mis bout à bout, ça commence à faire quelques trucs, ouais. Par ailleurs, tu as un carnet d'adresses long comme le bras, je dirais même comme les deux bras. Comment fais-tu pour nouer toutes ces collaborations, surtout dans des univers aussi variés? C'est-à-dire que ça ne se concentre pas uniquement sur le rock, uniquement sur la chanson, uniquement sur le hip-hop, uniquement sur le jazz ou le classique. Il y a tout ça. C'est bon, c'est un peu banal de dire ça, mais c'est des rencontres et c'est aussi surtout des envies. Quand je vais collaborer avec quelqu'un, c'est humainement déjà qu'il y a un lien, je sais que quelque chose va se passer avec lui artistiquement, et c'est aussi des couleurs comme des choix d'instruments, de travailler avec Brendan Perry par exemple pour le projet avec le Bagad. Voilà, c'est une voix tellement typique et tellement forte pour moi que j'ai écouté aussi beaucoup dans mon adolescence et ensuite. À chaque fois, là, c'est aller vers les gens pour un type d'énergie particulière avec laquelle je sais que je peux être en résonance ou que j'entends dans un certain contexte. Il y a quelque chose qui me fait penser à l'univers d'un jazzman. Quand on regarde la carrière d'un jazzman ou d'une jazzwoman, en fait, au bout d'un moment, on n'arrive plus à suivre le nombre d'expériences, de rencontres qu'il ou qu'elle fait au cours de sa vie, tellement il y en a. Parce qu'en fait, le sens de sa vie, le sens de la vie d'un jazzman, d'une jazzwoman, c'est de vivre son instrument en rencontre, en contact avec les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez toi ? Tout à fait, vraiment, j'y avais jamais pensé vraiment comme ça, parce qu'effectivement le jazz c'est pas un endroit où je vais beaucoup, bizarrement c'est peut-être l'endroit dans lequel j'ai mis le moins les pieds, si ce n'est avec quelques collaborations avec John Greaves, je sais pas si on peut appeler ça du jazz, ou parfois avec François Jeannot, ce qu'on fait avec Nord, ça peut s'apparenter de loin à quelque chose qui a à voir avec le jazz, mais effectivement dans le rock et la pop d'où je viens au début, et même dans la musique classique ou la musique écrite, c'est un peu moins fréquent, c'est vrai, on reste peut-être un peu plus longtemps avec des groupes. Moi, c'est vraiment une histoire de gourmandise humaine et artistique, hein, c'est d'aller vers ces gens-là. Et puis, effectivement, de se dire pourquoi ne pas expérimenter toutes ces choses qui sont là. C'est pas enchaîner les collaborations pour les enchaîner, c'est qu'à chaque fois, ça naît d'une nécessité et d'une grande envie, ouais.
Olivier Mélano, tu étais violoniste, je crois que tu en fais moins aujourd'hui du violon. Ouais, je dirais même que j'ai jamais été vraiment violoniste. J'ai appris le violon, j'ai joué un peu du violon, j'ai commencé la musique avec ça dans des écoles de musique à des petits niveaux, mais j'en ai quand même fait de 6 ans jusqu'à ce que je décide d'arrêter vraiment, de plus jamais en jouer. Donc j'ai accompagné quelques groupes avec ça. Mais je me suis jamais senti très à l'aise avec cet instrument. En fait, moi, je travaille vraiment jamais l'instrument. C'est pas un truc voilà, qui m'intéresse vraiment. Même la guitare, voilà, je la touche jamais hors des concerts et hors les répétitions. Donc voilà, le violon se prête très mal à ce désintérêt du travail technique. La guitare, on peut faire un peu plus avec ça. Moi, je me considère pas comme un technicien ni virtuose, etc. Donc l'endroit de mon travail n'est pas forcément là. Donc voilà, le violon, j'ai décidé de le laisser de côté. C'était pas forcément mon ami, même si sans lui, je n'aurais jamais rien fait. Enfin, je ne serais pas allé à la musique. Mais voilà, la guitare était une ouverture, une libération de plein de choses. Ouais. Et la guitare, justement, alors je crois que tu as presque commencé à répondre. C'est en autodidacte que tu l'as apprise ? Oui, mon père faisait un peu de guitare comme ça, donc je lui empruntais la guitare folk sur laquelle je gratouillais. Et puis voilà, en arrivant au lycée, j'ai commencé à rencontrer des gens, à monter des groupes. Et puis voilà, le glissement s'est fait très très naturellement sans même que je m'en rende compte. J'ai pas vraiment appris, voilà, j'ai pas pris de cours spécialement et je m'y suis mis comme ça en jouant sur les disques que j'écoutais. Ouais. La guitare, tu en joues vraiment comme des textures, des impulsions. On pense beaucoup plus en matière sonore en fait quand on te voit jouer qu'en mélodie ou qu'en thème. Enfin, c'est pas vraiment ta tasse de thé, on dirait. Oui, effectivement. Ouais, j'aborde plus la révolution qu'il y a eu avec les loopers à une époque a vraiment ouvert quelque chose. Pour certains, c'est une fermeture. Moi, je la vois comme une ouverture à certaines choses, c'est-à-dire une forme de possibilité de composition en temps réel avec l'instrument, de se démultiplier sans que ce soit forcément des choses cycliques, etc. Mais ça permet de construire des textures, des matières particulières. Voilà, de travailler le son, effectivement. Peut-être mon travail d'écriture, on va dire, et peut-être à cet endroit-là, et mon travail de musicien instrumentiste plutôt plus à l'endroit de texture. Ouais. Tu abordes cette question de l'écriture. Effectivement, je voulais y arriver. Tu apprends la guitare plutôt en autodidacte, enfin tu te rapproches de cet instrument de manière un peu empirique. Comment ça se passe pour l'écriture ? Est-ce que tu as une formation ou est-ce que c'est la même chose ? C'est un peu la même chose. J'ai fait une fac de musicologie à Rennes où je suis allé jusqu'à la licence, mais à ce moment-là, je commençais à jouer beaucoup avec les groupes. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de trop continuer. J'ai eu des très très vagues notions d'harmonie, d'écriture, etc. Mais vraiment, je pense que je m'y réfère pas une seule seconde quand je compose. C'est assez instinctif. Voilà, je fais ce que j'ai envie d'entendre. Alors, par exemple, quand je fais des pièces pour piano ou clavecin, effectivement, c'est pour le pianiste ou la personne qui reçoit la partition, c'est pas forcément très orthodoxe, mais ça peut amener à des endroits particuliers une certaine couleur. En prenant des chemins détournés, ça m'a peut-être permis d'arriver à cet endroit-là je me pose jamais trop la question. Et donc le début de la composition pour moi, c'était de faire des pièces pour 8 guitares électriques. Donc il y a eu un petit glissement de mon instrument. Tu parlais tout à l'heure de Rich Chatham, effectivement. À cette époque-là, j'aurais plus parlé de choses un peu fripiennes, voilà, qui étaient un peu dans cette accumulation et cette imbrication de choses répétitives. Et puis après, j'ai composé pour la danse des pièces pour clavecin. Donc là, je me suis dit, ah oui, tiens, c'est chouette, on peut composer pour deux instruments qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas jouer. Et là, c'était une immense ouverture, une révélation. Et le chemin de la musique écrite a commencé avec moi à ce moment-là. Ouais. Alors, des compositeurs, des compositrices s'accompagnent d'instrumentistes sur certains cas, quand ils connaissent pas bien l'instrument ou quand ils veulent un instrument bien particulier, mais qu'ils ont envie aussi d'avoir un apport de l'instrumentiste lui-même. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, ça, parfois ? En fait, quand je décide de travailler pour tel ou tel ensemble, par exemple récemment le Bagad, ça naît d'une envie de son, d'une envie d'énergie, ou si je fais une pièce très très épurée, ou comme les pièces vocales, ça naît toujours de la volonté d'une matière sonore que j'ai envie d'entendre dans un certain type d'écriture. Ça se passe en deux mouvements. D'abord l'envie de la texture, puis la mise en forme d'une écriture. C'est toujours dans ce sens-là que ça se passe. C'est pas tant ce qui vient de l'instrumentiste ou de l'interprète, plutôt que de ce que j'imagine pouvoir faire de la matière. Ouais. Alors, j'ai choisi de commencer par parler d'un projet récent.
C'est Éon. C'est un projet qui a commencé il y a peu et puis qui est encore en cours surtout. C'est quelque chose qui est encore en chantier. Et c'est un projet que tu mènes avec un ensemble vocal qui est Mélisme, un chœur de chambre qui est localisé à Rennes, dirigé par Gildas Pingier. Tu as écrit la partition de ce projet. Alors, je ne sais pas où ça en est, parce qu'on a un teaser, on a vu une amorce du projet. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans Éon ? Alors, c'est un projet que j'ai en tête depuis assez longtemps. Alors, déjà de composer ce programme de pièces pour voix, puisque c'est pas une seule pièce, c'est pour l'instant 8 pièces vocales, a cappella. Et j'ai rencontré il y a quelques années, j'ai assisté à des concerts de l'ensemble Mélisme, et vraiment, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose chez eux, et chez Gildas Pingier qui résonnait pour moi. Je me dis, c'est l'endroit où je veux aller, d'un certain type de musique contemporaine reliée avec une énergie très droite, très, très baroque, on va dire, avec quelque chose d'assez épuré, assez droit. Et avec Gildas Pingier, on s'est tout de suite rencontrés là-dessus. Il a extrêmement bien compris ma musique, comme plus encore que ce que je pouvais espérer. Et donc je leur ai proposé, alors il n'y a pas que des pièces récentes, il y a quelques pièces, 2 ou 3 pièces un peu plus anciennes, de 2007, et puis l'essentiel des dernières pièces qui ont été composées dans les 2 dernières années. Il y a une pièce très très rythmique, par exemple, qui s'appelle Baume, qui est une pièce de 7-8 minutes, qui n'est qu'onomatopée, très pointilliste et très très rythmique. J'ai vu les sources, Gesualdo, Purcell, et puis plus récemment Ligeti, Pärt, mais Ligeti avait un grand respect aussi de la musique ancienne, hein, ça se voit même dans ses œuvres les plus contemporaines. Pärt, c'est assez évident qu'il tournait aussi vers la musique renaissance, médiévale, ça il le dit très clairement. Évidemment, on entend ça, on entend ces grands édifices polyphoniques de la Renaissance, ça, c'est évident que ça vient aux oreilles quand on écoute ça. Quand tu dis que tu as pris des pièces plus anciennes, ça veut dire que tu avais déjà écrit pour chœur. Oui, La Chair des Anges, il y avait des pièces pour 4 voix, enfin une pièce pour 4 voix. Plus récemment, le projet autour de Rothko, il y avait une pièce pour 3 voix qu'on a fait avec le chœur. Donc là, il y a 12 voix. L'effectif de 12 nous permet pas mal de choses, d'avoir quelque chose d'assez ample, d'assez résonnant et quand même d'assez précis en même temps. Et voilà, ça me convient très très bien ça. Alors tu parlais de pièces rythmiques avec des onomatopées. J'ai reçu une partition que tu m'as envoyée, j'ai regardé aussi, c'était en onomatopée aussi, il n'y avait pas de paroles. Est-ce qu'il y a des pièces avec des paroles spécifiquement ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a les pièces les plus anciennes de La Chair des Anges, c'était des pièces en latin. Donc, c'est toujours, j'écris toujours les textes de mes pièces. J'ai beaucoup de mal à concevoir d'utiliser d'autres textes, même si ça m'est arrivé une fois. Donc, sur le Rothko, c'est un texte de John Taggart que là j'ai mis en musique, puisque c'était un petit peu le parti pris de mettre ce texte en musique. Sinon, il y a du texte, parfois, très rarement en français. Il y a une pièce qui s'appelle Au bras des ciels qui est en français. Du coup qui est peut-être dans des harmonies un peu mélodie à la française par moment, des choses comme ça, mais vraiment plus tordu peut-être. Mais plus ça va, plus dans mes pièces vocales le texte et le sens se dissout un petit peu dans le son. Donc les toutes dernières pièces, elles n'ont quasiment plus de mots. Moi, ce que je trouve assez merveilleux, et c'est tout à fait, je crois, un syndrome de notre époque qui a bien évolué du point de vue des questions musicales, des questions de différence entre le savant, le populaire, la formation, les parcours aussi. C'est que des ensembles tels que Mélisme, puis c'est pas les seuls, il y a aussi l'Orchestre de Bretagne et quelques autres, le Quatuor de Bussy, des ensembles comme ça te fassent confiance. Tout en sachant ce que tu nous as dit, c'est-à-dire que tu n'as pas de formation spécifique, que tu as une licence avec... Je sais, j'ai fait aussi une musicologie, donc je vois ce qu'on apprend en licence, en harmonie, en contrepoint, on est vraiment au balbutiement, au début, et tu l'affirmes, c'est pas du tout un problème pour toi. Je ne m'en cache pas. Et en fait, les ensembles qui jouent de la musique de partition, de la musique de tradition quand même, avec une tradition savante, qui a franchi les âges, la tradition de la polyphonie, du contrepoint, de la fugue, etc., ben, ces ensembles te font confiance parce que on sait très bien que parfois, en passant par d'autres chemins, on arrive à des musiques qu'on ne pourrait pas peut-être écrire en sortant, je dirais, de l'académie. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? C'est ce que je pense aussi. J'espère que ça, c'est possible. Après, il faudrait poser la question aux interprètes. Voilà, mais effectivement, quand la première fois, en 2007, on va dire, s'est posé la question de travailler avec des interprètes, comme tu disais, avec le Quatuor de Bussy, avec Valérie Gabaye, Bertrand Cuillet qui m'avait commandé une pièce pour clavecin à cette époque, qui est devenu un immense claveciniste aujourd'hui, qu'il était déjà. Je me suis dit, voilà, quand ils reçoivent les partitions, ça semble leur convenir, et puis le travail commence, et puis j'ai l'impression qu'on parle vraiment de la même chose, on parle de la musique, du fond de la musique, de ce qui est vraiment à l'œuvre dans l'émotion musicale, qui n'est pas un gros mot pour moi. Voilà, on va au cœur de ça. Avec Gilles Dapingier, c'est vraiment la même chose. Sur tous les projets, il y a cette chose qui se passe, et ouais, j'en suis à chaque fois ravi, ouais. Alors pour aller un petit peu plus loin sur Éon, le titre déjà, comment l'as-tu choisi ? Alors c'est un peu, je dirais un peu évident comme chose. Donc Éon, c'est le monde des idées, on va dire, le monde spirituel, dans lequel j'ai l'impression que quand on est compositeur, on va piocher les choses, on va chercher dans ce nuage de pensée, ou ce nuage un petit peu... moi je l'imagine comme ça, le moment de composition, c'est d'aller chercher à cet endroit-là, dans cet éon. C'est comme ça que moi je l'entends. Et le travail avec ces voix, je l'ai entamé à la sortie d'un travail qui était avec le Bagad et Brendan Perry, où c'était quelque chose de très très terrien, très tellurique, très, pour moi, de la matière. Même dans le texte, ça parlait vraiment de territoire, de non-territoire, mais c'était vraiment le truc. Et après, comme chaque projet se passe un petit peu en réaction au précédent, d'aller chercher un peu plus haut dans cet éon, ça me semblait être la dynamique dont j'avais besoin à ce moment-là. J'ai écouté l'interview courte qu'il y a dans le teaser aussi qui présente l'œuvre, où tu parles de l'effet que te procurent ces voix ensemble, de ce que ça t'a toujours fait. Je suis assez d'accord avec ça. Évidemment, quand on entend ces voix, tu as parlé de spirituel, il y a toujours cette idée qui vient à l'oreille et en tête. Il y a toujours cet aspect d'un ailleurs, de quelque chose que la voix porte comme ça dans cette écriture polyphonique. Alors je me demande si c'est, à ton avis, quelque chose qui vient du son de ces voix ensemble, tout simplement, presque comme quelque chose d'universel, ou si c'est quelque chose qui vient de notre histoire et de tout le bagage qu'on a historique de, justement, Palestrina, Purcell et de tous ces édifices sacrés, en vérité, qui ont été écrits pour les chœurs. Moi, je pense que ça vient des voix en elles-mêmes. Je pense que physiologiquement, on est mis en résonance et en vibration quand on est entouré de voix dans l'instant, sans forcément se référer à des souvenirs de pièces qu'on a eues. Je pense que n'importe quelle
personne qui n'a pas eu ce bagage culturel, qui est mis au milieu de voix, de chœurs comme ça, ne peut que ressentir quelque chose. Ça fait partie des choses qui m'intéressent, c'est le mystère de la musique, le mystère de qu'est-ce qui fait que ça nous fait ça. C'est quelque chose qui m'interroge et que j'interroge souvent dans mes pièces. À quel endroit donc on dit que c'est un ailleurs, mais c'est surtout un ici. Hein. Pour moi, c'est vraiment ce qui vibre ici et qui élargit on va dire le présent, qui élargit le temps et l'espace. Et ouais, il y a cette dissolution dans le moment présent avec les voix, avec d'autres choses, mais c'est vrai que particulièrement les voix, il se passe une chose assez incroyable quand ça vibre bien au bon endroit. Ouais. Quelle est la suite de la vie du projet Éon ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une création, il y a une nouvelle création, il y a quelque chose qui va arriver ? On a fait la création, une première à l'Abbaye de Noirlac il y a 2 ans, il me semble, et la création c'était à Ars Musica à Bruxelles, qui avait commandé le programme. Après, il y a eu 4-5 dates et voilà, là, il n'y a pas grand-chose. On essaye de proposer ce projet et surtout de sortir un album l'année prochaine, enfin en 2024. Voilà, il y aura l'album et j'espère que ça permettra de proposer ça un peu plus en concert. Ouais. On aborde maintenant, si tu veux bien, ton prochain livre, ton deuxième livre, qui est à paraître chez MF, et dont la sortie est prévue le 8 juin 2023, donc dans quelques mois. Il s'appelle Explosion, Implosion. Tout à fait. Alors, ce drôle de livre, donc c'est 2 livres, on va dire, qui sont parallèles et convergents, si c'est possible. J'ai sorti un premier livre chez MF en 2008, qui était une collection de pièces musicales imaginaires, qui s'appelait La Fungi Miracolette. Donc c'était, pour moi à l'époque, plus un travail de musicien qui essayait, par les mots, de faire entendre la musique. Donc j'ai fait un glissement vers l'écriture, voilà. Mais j'ai surtout découvert l'espace incroyable de liberté et de toute puissance que l'écriture m'offrait. Et donc voilà, le deuxième livre, ça fait presque 12 ans, cette explosion-implosion que je travaille dessus, pas de manière continue évidemment, mais il est enfin achevé. Donc pour en parler, c'est un peu difficile. Le point de départ, c'était d'essayer de voir si on pouvait faire une littérature abstraite, c'est-à-dire de la même manière que d'un coup la peinture décide de ne plus rien figurer, voilà, voir si en littérature c'était possible, ou en poésie c'était possible. Donc le début du livre part de ça, d'essayer de voir comment avec des tableaux mentaux, des odeurs, du mouvement, de la couleur, ce qui peut se passer dans la littérature. Et en avançant dans l'écriture, un sens a commencé à s'organiser un peu de lui-même. Ça a donné le premier livre, et puis le Implosion est venu faire
un peu le mouvement inverse, voilà, on va dire. Donc c'est une sorte de poème fiction, on peut dire, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est de la poésie, c'est en prose. Et il y a une version audio sur laquelle je suis en train de travailler, une version sonore qui a été intégralement enregistrée avec Carlo Brandt, Claire Ingrid Cotenso, Clara Isé et moi-même, et les comédiens de Catalyse, et que je mets en musique. Donc ça va être une très longue pièce de 8 heures, avec l'intégralité du texte, et voilà. Explosion. Abordez lentement ce voyage. Absorbez-le comme une eau de vie. Quand il semblera trop dense, glissez. Quand il semblera trop fluide, ralentissez. Épousez les reliefs. Ne creusez les énigmes que si elles vous font signe. Vous pouvez aussi commencer par l'autre versant. Les deux chemins sont parallèles et convergents. Maintenant, inspirez. Lumière, seules ondulations au plan flou. Ce nuit. Abandonnez ici toute notion d'échelle. Ici, c'est un Larsen de ténèbres où le noir toujours plus noir boit le noir, jamais suffisamment noir. Noir. Noir béance, noir océan, son néant noir. Absence aveugle happant son ombre noire dans le vide excavé. Noir livré à lui seul. Noir malaxe pétrissant son immobilité saturée de noir. Noir couvrant son immense danse noire sous une immensité toujours plus dense d'indistinctes vagues noires. Noir. Si profondément noir qu'une odeur de violet brûlé glisse sur le glissant du noir. Alors l'odeur, via codeur et colleur, s'incarne en couleur et fuse dans le noir noir, comme une méduse mère de vinaigre, moins noir noir que pourpre violette, mais si sombre sombre qu'elle ne cesse jamais de sombrer. Quand tu disais que tu t'intéressais beaucoup à ces effets de la musique, à ce que la musique nous fait, comment elle nous le fait, est-ce que ce genre de texte que tu écris, justement, ces deux livres qui se suivent, 2008-2023 quand même, c'est relatif, est-ce que ces deux livres sont justement une tentative à la fois d'expérimentation de ce que peut être la musique ou alors de résultat de tes réflexions, finalement, de ce que tu es arrivé à savoir sur ce que fait le son? Ça questionne ça, en tout cas, ça questionne ce mystère, avec des allers-retours entre des moments d'introspection ou de savoir pourquoi, comment ça marche, etc., vraiment de vraies interrogations,
et des moments qui ont peut-être plus à voir avec le lâcher-prise poétique, même si c'est un ultra-contrôle aussi, mais de dessaisissement, de comprendre le dessaisissement, d'aller à cet endroit de que se passe-t-il quand on arrête d'interroger la chose et qu'on se laisse simplement traverser par elle, et qu'est-ce qui est en œuvre à ce moment-là. C'est voilà, d'aller au cœur du mystère et que la poésie essaye d'opérer pas son dévoilement, mais à sa traversée. Ouais. Alors, tu nous as dit que lorsque tu as commencé à travailler sur Explosion Implosion, donc ce nouveau livre à paraître en juin 2023, tu sortais d'un très très gros projet que j'aimerais aborder avec toi parce qu'il m'a beaucoup intéressé dans sa facture, dans sa logique. Ce projet, c'est How We Tried, qui a été créé en décembre 2012 au Transmusical à Rennes. How We Tried, donc, c'est un triptyque symphonique, électrique et électronique, à savoir que ça commence avec l'Orchestre symphonique de Bretagne, d'ailleurs. Ensuite, c'est un ensemble de guitares électriques. Et enfin, c'est le hip-hop, notamment avec la présence de MC Dalek. Absolument. Ça a été un projet de 5 ans, une sorte de projet pharaonique, comme on le disait un peu à l'époque, entre nous, qui est parti d'une commande de l'Orchestre symphonique de Bretagne. Donc au début, c'était juste, entre guillemets, juste une pièce symphonique dans laquelle je me suis lancé, qui questionnait justement le mystère de la musique. Et le titre de la pièce intégrale, c'est How We Tried a New Combination of Notes to Show the Invisible or Even the Embrace of the Eternity, qui est tout un programme, et qui aussi, de manière un peu humoristique, montrer l'invisible avec la musique. On ne fait évidemment que ça, mais voilà, il y avait ce double sens. Une fois composée, cette pièce symphonique de 40 minutes, avec un texte en 9 langues, qui était interprété par Valérie Gabaye, j'ai eu l'envie, un peu au début, un peu floue, et puis de plus en plus précise, de faire une transcription pour 17 guitares électriques. Je me disais, j'ai toutes les partitions, j'ai tout... Voilà, j'ai plus qu'à faire les transcriptions pour moi et je les enregistre. Donc voilà, j'ai passé des mois et des mois à réenregistrer chaque note de chaque flûte, de chaque saxophone, de chaque violon à la guitare. Donc ça a été très très physique. J'ai enregistré les 17 guitares avec un batteur et donc avec un chanteur d'An Also the Trees, un groupe plutôt goth, on va dire, que j'écoutais beaucoup avant, qui continue une belle carrière. Donc Simon Jones qui faisait la voix, et je me suis dit ensuite, bah oui, j'ai tous les fichiers, etc. Peut-être je peux voir ce que ça donne en version électronique, et ça marchait vraiment bien aussi. Donc plus j'avançais dans cette déclinaison stylistique, esthétique, plus je voyais que quelque chose était en train de se dire pour moi de ça. Donc tout à l'heure, tu parlais de montrer justement l'absence de hiérarchisation des esthétiques. C'était vraiment quelque chose à cet endroit-là dans ce projet qui était très important pour moi. C'est-à-dire, voilà, les rockers guitaristes vont jouer la même pièce que l'orchestre symphonique, et les rappeurs américains vont venir aussi à la fin. Voilà, et donc c'est les mêmes notes, c'est juste des instruments différents, des arrangements différents, mais... Voilà, au niveau de la timeline, c'est la même chose. Et donc ensuite, j'ai poussé, une fois que j'avais enregistré ces 3 versions, j'ai fait les versions croisées, donc où il y a la chanteuse classique sur la version électronique, les chanteurs de hip-hop sur la version symphonique, etc. Donc à la fin, il y a 9 versions. Et l'idée, c'était de bombarder l'auditeur de toutes ces versions pour qu'à la fin, il n'ait plus que le souvenir un petit peu de tout ça, et qu'il puisse se faire une version, ce que j'appelais la version fantôme, qui est un peu la musique telle qu'elle peut se présenter au compositeur avant qu'il ne l'incarne en notes. C'est-à-dire de donner un souvenir de cette pièce sans qu'elle n'ait été encore incarnée par le son, ni par une esthétique, ni par une vibration. C'est presque le contraire de la Fungi Miracolette. De retourner voir la musique avant qu'elle ne soit incarnée dans le son, avant qu'elle ne soit vibration.
sea made by stream, made by moon. It's how we go where. That's the way that we go where. That's the way that we go where. We are the point between sea and sky. Matter separates itself to create the world, the earth, the sky, and at the center of it all is man, and at the center is man. From this point, the matter searches through us to reassemble itself. The matter searches through us to reassemble itself in a single breath. And here inside us, like a hand that makes itself, the matter expands. From this point, matter searches through us to reassemble itself in one single breath. On va quitter ce grand projet avec tant de musiciens, d'énergie et de ramifications pour aller vers quelque chose de peut-être plus direct, en tout cas me semble-t-il, hein, c'est le groupe Nord. C'est un duo que tu constitues avec Régis Boulard qui est batteur. Avec Régis, on se connaissait depuis pas mal de temps. Dès qu'on jouait ensemble, il se passait une chose assez simple, incroyable et évidente. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on tente quelque chose en studio. Donc c'était en 2015, on s'est enfermé une journée en studio. Et le soir, on avait l'album qui est sorti il y a 2 ou 3 ans seulement, puisque l'album est resté longtemps dans les tiroirs. Et puis un label italien, Dark Companion, qui a souhaité le sortir. Mais en une journée d'enregistrement, on a fait ce disque-là et on a fait quelques concerts qui à chaque fois sont pour nous et visiblement apparemment pour le public aussi des expériences assez intenses. Pour nous, ce projet, c'est vraiment d'aller dans quelque chose je dis souvent de l'ordre de la sauvagerie, l'idiot intérieur, quelque chose qui se lâche et qui se libère absolument en coupant complètement le cerveau, ce qui à mon avis doit être quelque chose dans l'improvisation de central, de ne plus réfléchir une seule seconde et d'être dans l'instinct et dans le son. Donc c'est ce qu'on s'amuse à faire avec Régis sur ce projet-là. Et la semaine prochaine, on enregistre le 2e album dans les mêmes conditions, sauf que là, on se donne 3 jours au lieu d'une journée. Mais voilà, en partant de rien du tout pour aller vers ce qui se présentera à nous. Et les concerts, c'est la même chose. On ne sait pas trop ce qu'on va jouer. On prend des bouts des morceaux de l'album. On se laisse faire par nous-mêmes et par la musique. Ouais. Oui, et il y a des atmosphères, des ambiances très très différentes. Alors moi j'en ai retenu 2. Il y en a une qui m'a sauté aux yeux parce qu'il y a un clip qui a été fait. C'est le terrifiant Dr Cappuccino. Dr Cappuccino, donc alors sans penser au clip, hein, en écoutant juste la musique, donc on va dire que c'est très rock hein, dans l'ambiance. Il y a quelque chose de très énergique. Tu parles d'une force, hein, tu parles d'une libération. Effectivement, là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on est dans une décharge très rythmique, très un engrenage, une machiniste, hein, je dirais, si on prenait un terme que les Allemands utilisaient beaucoup à l'époque du krautrock, quelque chose de cet ordre-là.
Absolument, il y a vraiment ce truc, mais en même temps, le jeu de Régis est très très animal, élastique, on va dire très très organique. Donc il a cette chose, oui, un peu motorique par moments, krautrock, et puis des moments, il vient aussi pas mal du jazz, du free. Il y a tous ces mélanges d'influences. Nous on dit souvent qu'on fait du free rock, s'il faut dire quelque chose du style de ce groupe-là. Mais ouais, c'est une sorte de musique complètement libérée, on va dire. J'ai une dernière question à te poser, Olivier Mélano, qui me vient de ta biographie. Tu utilises le mot maximaliste. Alors c'est un mot, tu écris que tu revendiques une écriture maximaliste, libre et savante. C'est un mot, je crois, qui est souvent utilisé un peu comme presque une boutade ou une résistance de la part de beaucoup de musiciens qu'on aurait tendance à classer justement dans la musique minimaliste plutôt, de par le peu de moyens employés. Et ce mot maximaliste, justement, il est souvent utilisé comme une sorte de contre-argument, c'est-à-dire de dire qu'en fait, c'est pas le minimum que l'on recherche comme effet, c'est au contraire, avec des moyens peut-être minimes, peut-être resserrés, c'est d'obtenir un maximum d'effets. Est-ce que c'est à ça que tu pensais quand tu as écrit ce mot-là dans ta description ? Alors c'est vrai qu'il y a le côté un peu boutade que tu soulèves qui est vraiment là, mais il y a aussi le fait que à un moment j'étais beaucoup dans ces pièces pour 8 guitares électriques puis 17 guitares électriques. Il y avait quelque chose de ce maximalisme, c'est-à-dire qu'à un moment l'idée pour moi c'était de saturer vraiment l'espace sonore pour que des harmoniques fantômes ou des harmoniques naturelles sortent par au-dessus et qu'on entende une musique une fois qu'on avait tellement saturé l'espace. Voilà, c'est ce qu'on fait aussi Gleb Branca, des endroits où voilà, la musique industrielle ou la musique noise que j'écoute beaucoup va à cet endroit-là de saturer l'espace. Donc pour une certaine partie de mon travail, ce côté maximaliste, il est, on va dire, dans l'instrumentarium, dans la forme et dans la saturation de l'espace sonore. L'autre aspect dont tu parles, il me va très très bien aussi, c'est-à-dire que la musique ait l'effet maximum requis, mais ça peut être une chose très minimaliste qui donne un effet maximum. Donc c'est pas par l'utilisation de grands moyens qu'on y arrivera, même je pense que c'est sûrement effectivement en allant vers l'épure qu'on arrive à ce côté maximaliste. Mais effectivement cette deuxième définition qui n'est pas du tout la même,
d'aller vers l'effet maximum de ce que peut être la musique, c'est quelque chose que moi je recherche toujours dans tout ce que je fais. La musique pour moi n'est ni fonctionnelle ni là pour prouver quoi que ce soit. Elle est là pour nous amener à un endroit de nous ou du monde qu'on connaît pas, ou enfin que c'est assez présomptueux, mais pour moi je vois pas pourquoi faire de la musique si ce n'est pas pour arriver à ces endroits-là.